Alors, le premier panel de ce matin tourne autour de la participation des personnes issues de l'immigration à la création, à la production, à la diffusion du contenu des médias. Vous vous rendrez compte parfois qu'il y a un petit chevauchement de notre thématique à droite et à gauche. Vous allez vous en rendre compte. Nos invités, donc, sont trois personnes que je vous présente à l'instant. À mon extrême gauche, Monsieur Jean-Yves Roux, qui est le directeur général et le fondateur d'une télévision Natif TV. C'est un réel producteur culturel depuis au long cours, je dirais. Il a déjà plongé dans l'industrie musicale avant de faire de la production télé. Merci d'être avec nous. Francesca Accinelli, elle est vice-présidente senior. C'est Madame Téléfilm Canada, pour tout vous dire. Stratégie des programmes et développement de l'industrie, donc à Téléfilm Canada. Elle a émigré à Toronto il y a 20 ans. Alors, je pense qu'elle a une petite... Elle se dit, mon français sera-t-il à la hauteur? Très bien, il sera très bien à la hauteur. Et nous avons aussi Greta Baliou, qui est professeure titulaire. Elle est docteure en économie et spécialiste en diversité et inclusion à la Haute École de gestion de Fribourg. Donc, elle nous arrive de Suisse. Elle est membre de l'Observatoire de la diversité des droits culturels. Bonjour à vous trois. Alors, je vais commencer par Madame Baliou, avec qui j'ai fait connaissance hier. Au fond, quelque part, vous êtes aussi une médiatrice culturelle et vous avez une expérience assez importante en Italie. Vous êtes originaire d'Albanie. Vous vivez en Suisse, donc tout un parcours derrière vous. Vous avez évoqué dans les notes que vous nous avez soumises, il y a quand même des conditions plus hostiles que d'autres pour faire entendre les voix des principaux intéressés dans nos discussions d'aujourd'hui, c'est-à-dire les gens nouvellement arrivés sur un territoire ou qui sont de la première génération. J'aimerais que vous nous parliez un peu, c'est quoi les mauvaises conditions ou les conditions les plus hostiles à faire ressortir les expressions culturelles des gens issus de l'immigration? Bonjour à tout le monde. D'abord, j'aimerais bien qu'on décortique la notion de la migration. D'accord. Donc, à la fois, elle se détermine dans l'espace, on se déplace, mais aussi dans le temps. Il y a des migrations de 1920, de 1960 Bien sûr. et autres, mais on a aussi tendance à mettre dans la migration plusieurs types de discrimination, dans le sens où la migration représente les pauvres, la migration représente une classe sociale où on essaye vraiment, même de point de vue économique, de mettre toutes sortes de difficultés, représente le fait que ces personnes sont dépendantes des aides sociales et tout le reste. Donc, à partir de cela, ça fait que ce n'est pas les meilleures personnes à représenter dans les médias. Deuxièmement, il y a en Italie, par exemple, les femmes migrantes représentaient plutôt la beauté, l'exotisme. Donc, du coup, il fallait le mettre en avant, mais sans qu'elles parlent. OK, Parce qu'il y avait l'accent, il y avait le fait qu'on voit qu'elles sont étrangères. On savait très bien qu'elles étaient étrangères, mais c'était la beauté qu'on mettait en avant. Donc, ce que je veux dire, c'est que il est important de se dire que dans la migration, et aujourd'hui, les partis populistes l'utilisent aussi comme un instrument et ils le mettent en avant. Donc, plus on instrumentalise, plus c'est difficile qu'on voit la valeur ajoutée de la migration.
Et là, je parle aussi dans les termes économiques, mais aussi culturels. Donc, c'est ça que je voulais aussi dire. Après, il y a aussi le fait que quand on se déplace, on n'a pas un réseau. Bien sûr. Donc, le réseau aide énormément. Je vous prends l'exemple d'un jeune Sri Lankais que je suis depuis longtemps. J'ai traduit une fois pour lui et il m'a dit de suite, il est un demandeur d'asile en Suisse, et il m'a dit, mais j'aimerais devenir un cinéaste. J'aime faire des films, je peux vous faire montrer des films, mais c'est impossible de sortir de ma position de demandeur d'asile. Je ne sais pas comment faire. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce cinéaste, il est connu parce que j'ai pu faire ce rôle de médiation en le mettant en contact avec les festivals de films, avec les personnes. Donc, on a aussi cette difficulté-là de faire sortir le migrant, le demandeur d'asile de sa propre position. Absolument. Et il voulait aussi faire du bénévolat, mais on ne peut pas s'imaginer qu'un demandeur d'asile fasse du bénévolat. Il est juste un pauvre, il n'a pas d'autre capacité que ça. Et donc, c'est là qu'il faudra travailler. La langue, c'est aussi une des conditions de... On ne voudrait pas que quelqu'un fasse des fautes en français ou en italien ou dans une autre langue. On ne mettra pas devant ces personnes-là. Mais un migrant, c'est une ressource. Quand il vient chez nous, il vient avec son courage, avec sa résilience, sa capacité de s'adapter, avec plusieurs langues. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est là qu'il faut se baser. Absolument. Ah, c'est intéressant. Madame Accinelli. Alors, Oui. on va regarder le Canada maintenant. Et le discours sur l'immigration ici est assez clivant, régulièrement, n'est-ce pas? Mais honnêtement, de mon point de vue de cinéphile, j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de créatrices et de créateurs issus de la deuxième génération, des fois de la première, qui ont réussi à porter leurs films jusqu'aux écrans. Est-ce que je me trompe ou si véritablement il y a quelque chose qui se passe? Merci, parce que ça veut dire que Téléfilm a fait un bon chemin avec l'industrie, parce que c'est sûr, on nomme des obstacles, c'est sûr, comme vous avez dit, c'était difficile pour les gens de trouver leur place dans l'industrie, de trouver une façon de mettre leurs œuvres sur l'écran dans une façon où ils peuvent exprimer eux-mêmes sans résistance, sans d'autres obstacles, d'autres barrières. Alors, nous, à Téléfilm, on a travaillé beaucoup de créer une nouvelle façon de travailler avec ces groupes. On a formé des groupes de travail, EDI, un groupe de travail avec les Autochtones, même pour la parité, pour mieux comprendre leurs besoins, mais aussi où ils sont dans leur carrière. Oui. Parce qu'on parle des sous-représentés, on utilise plus sous-représentés. On a trouvé au tout début, on a mis toutes les sous-représentés dans un bassin émergent. Et c'est vraiment faux. pas... C'est faux. C'est Oui. faux, comme vous avez vient de dire. Ils ont toute une carrière avant. C'est juste le moment que Téléfilm a dit « Oh, bonjour, bienvenue autour de table. Nous sommes ici pour travailler avec eux, pour financer vos projets. » Et on a changé une façon de notre approche. On a créé un système où maintenant, on utilise les documents pour nous mieux comprendre. Comme un document, on dit, c'est un document d'engagement communautaire. Communautaire. Oh my God, c'est difficile comme un anglais des fois, alors merci de m'encourager. C'est comme l'écureuil. Oui. C'est difficile, l'écureuil aussi. Difficile. Mais c'est un moment pour la compagnie, le producteur, productrice exprimer pourquoi c'est eux, c'est leur rôle de présenter l'histoire, pourquoi c'est eux de présenter ces personnages pour assurer que les films en finance, ils ne font pas mal. Ils présentent une vraie histoire qui vient des personnes surreprésentées. Et je pense à ajouter pour le Canada une grande joie de voir ces histoires, ces voix, et ça nous met sur la scène internationale.
OK. Est-ce qu'il y a ces histoires. d'autres Oui, initiatives? Là, vous Oui. parlez de comité de travail et tout ça. oui. Bon, on ne veut pas être ployé sur toutes les mesures et tout ça, mais des choses qui, pour vous, ont fait bouger un peu les barrières dans les initiatives de téléfilms pour que des créateurs et des créatrices d'ailleurs aient voix au chapitre et soient appréciés pour ce qu'ils ont à proposer. On a fait... C'est-à-dire qu'ils aient du cash. Oui, 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 non, Hein, absolument. soyons clairs. On a créé un programme spécifiquement en développement pour les créateurs, créatrices noirs et les oui? créateurs, créatrices du couleur. Ça, c'est une chose. Puis, on a, depuis 2017, on a un volet pour les Autochtones. Aussi, on a créé les rôles à téléfilm sur l'inclusivité. Ça veut dire qu'on a des gens qui peuvent travailler avec ces groupes main à main pour Ils sont accompagnés. C'est OK. ça, ils sont accompagnés dans leur carrière. Ah oui, comme du mentorat. Oui, c'est un peu comme mentorat aussi en finance. On a fait plusieurs pistes en même temps parce comme téléfilm, on a des programmes avec pour les cinémas, pour les propriétaires de cinéma, avec les distributeurs, avec les télédiffuseurs. Alors, il y a plusieurs pistes où on peut rentrer pour dire il faut changer, comment on va changer ensemble. On a encouragé, on a mis les cibles, les objectifs, on a produit un plan d'action et c'est là on peut présenter en toute transparence, voici nos objectifs, vous pouvez nous mesurer. C'est ça important. Oui, Il faut absolument. être Imputable. Merci. Oh my God, merci. Non, mais merci mes amis. Mais c'est important. On se donne des objectifs, si on ne peut pas les mesurer, des fois c'est compliqué. Monsieur Roux, vous n'êtes pas encore dans le cinéma, mais vous avez été beaucoup dans la musique. Vous avez été un producteur, vous avez fait des clips, vous avez fait un premier projet de télévision, vous avez déjà eu une émission à MaTV. Et là, vous avez décidé de vous remettre au travail et de lancer un projet de télévision francophone, mais donc pas en ligne, un média traditionnel quelque part. Pourquoi avoir choisi cette voie alors que tout le monde dit « Ah, il faudrait regarder, c'est plutôt le grand web qui va nous sauver, je ne sais trop quoi. » Alors, dites-moi, pourquoi ce choix? C'est une question qui est souvent posée. Excusez-moi, je ne suis pas si originale. mais c'est sûr, elle est très légitime, dans le sens que oui, depuis quelques années, Netflix a été vraiment the disruptor dans l'industrie, comme en bon anglais, qui a comme ouvert une espèce de porte de Pandore là, et qui a fait en sorte que le streaming est devenu l'incontournable manière maintenant de pousser des contenus. Cependant, il faut revenir à une réalité que même si on a l'impression que le web prend toute la place, cependant, il y a deux facteurs qui nous a poussé à quand même lancer Native TV, une chaîne de télévision qu'on a lancée en 2018. C'est que, premièrement, au Canada, on est dans un écosystème où le contenu canadien est financé en bonne partie grâce aux payeurs de taxes. Bien sûr. Et donc, cet écosystème-là, la manière que le financement fonctionne, que ce soit pour des films ou des émissions de télévision, il y a tous les programmes, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, que ce soit la SODEC, Téléfilm, le FMC, le Fonds des médias du Canada, le BCPAC au niveau des crédits d'impôt ou les crédits d'impôt au niveau provincial qui est géré par la SODEC. Donc, et les fonds privés comme le Fonds Bell, le Fonds Rogers, c'est un écosystème dans lequel, pour qu'un producteur ait accès à ces financements-là pour produire leur contenu, mais le premier critère qui est incontournable est qu'il faut un diffuseur. Oui. Un diffuseur. Alors, vous avez dit, moi, je veux être un diffuseur de contenu qui fait mon affaire. J'ai envie de mettre de l'avant
un contenu multiculturel avec des voix qu'on entend trop peu. Exactement, parce que c'est la première barrière, c'est le premier obstacle qui fait en sorte que des producteurs issus évidemment des communautés racisées ou des communautés culturelles n'arrivent pas à emmener leur projet justement au grand écran, assez loin. Parce que de toute manière, si tu n'as pas de licence de diffuseur, tu n'as pas accès à l'argent. Et donc, oui, c'est la première des choses. Okay. Et maintenant, la deuxième des choses, c'est que même si on dit que mais le web, c'est ça c'est l'avenir. C'est l'avenir ou le présent. Ouais. Mais là, au Québec, il y a encore plus de 2 millions de personnes qui ont le câble. Absolument. Et donc, qui veut dire qu'il y a quand même une masse à laquelle il faut que les producteurs issus des communautés culturelles aient accès à cette masse-là, en même temps d'avoir accès au financement. Parce que le web, même si un créateur de contenu est en mesure, avec des moyens très petits, de pouvoir du moins produire lui-même, s'auto-produire et de diffuser son propre contenu sur YouTube, sur Instagram, mais tu ne bâtis pas une carrière avec ça. Sauf si tu réussis à devenir un influenceur avec des millions de fans à travers le monde. Mais ça, c'est comme rentrer dans la NBA. Ben ouais. C'est une personne sur 1 million qui peut réussir à faire cet exploit. Mais vous, votre moteur là-dedans, est-ce que c'était simplement d'avoir accès à ce financement ou de vouloir apporter un contenu différent à une population intéressée par la télévision que vous pouvez rejoindre, notamment par le câble? Il y a ce qu'on appelle, c'est un mot très à la mode, la découvrabilité. Oui, oui. On a beaucoup parlé de ça hier. Oui. Donc, mais souvent, je sais que c'est un mot qui est devenu à la mode à cause que l'impérialisme de Silicon Valley qui est en train d'écraser justement la culture télévisuelle de différents pays, parce que maintenant, bon, nos propres joueurs importants ici, que ce soit Bell Media, Radio-Canada, Québécois et compagnie, ils ont de la misère à faire face à ces géants de Silicon Valley. Donc, oui, c'est une réalité. J'ai ma propre opinion, je vous avoue, sur le fait tout simplement que, avant même que Netflix, Paramount Plus, Disney Plus et Prime Video arrivent, il y avait déjà une problématique que il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissaient pas déjà à la télévision traditionnelle. Donc, les gens avaient déjà arrêté, une bonne partie de la population. Arrêté de consommer cette télévision trop blanche ou trop... Dans une télévision dans laquelle ils ne se reconnaissaient pas, ne se sentaient pas concernés. Absolument. Puis, ce n'est pas seulement une question de couleur. C'est aussi une question d'histoire qui est racontée, parce que c'est le volet le plus important de notre travail, nous natifs, c'est d'apporter des histoires à l'écran qui ne sont pas racontées, parce que, vous savez, nous, quand on s'est battu au CRTC pour avoir notre licence, les arguments, le principal argument qui était utilisé par ces conglomérats, c'est que, non, il y a déjà des programmes dans lesquels nous sommes impliqués qui emmènent de la couleur à la télévision. Il y a déjà beaucoup de diversité. Pourquoi une chaîne comme Natif TV devrait exister? Ce n'est pas nécessaire. Le travail est très bien fait. Mais c'est ridicule comme argument, parce que ce n'est pas seulement emmener de la couleur à la télévision, c'est emmener des histoires qui sont intègres, des histoires qui sont authentiques. Donc, l'authenticité est un mot-clé. Absolument. Je reviens à vous, Madame Badiou. On entendait hier nos deux conférenciers d'ouverture qui parlaient beaucoup de de l'apport culturel qui nous vient de tous ceux et celles qui traversent les territoires. C'est un vecteur. Au fond, la diversité culturelle, c'est un vecteur de démocratie. Et comment les médias pourraient mieux s'en servir si on veut faire écho à ce que vient de dire Monsieur Roux?
Une très bonne question parce que je me disais comment je pourrais placer ça demain. Donc, du coup, je pense que les médias, c'est des espaces publics, des espaces politiques et leur plus grand aligné et aussi des gardiens de la démocratie. Donc, leur plus grand aligné, c'est la diversité. Si on veut sauver aujourd'hui notre démocratie, il faut passer par cette diversité des expressions, des opinions, des points de vue, et pas écraser et mettre toujours et très souvent la faute dans la diversité. On sait que les partis populistes ont tendance à effacer la diversité. Ah c'est oui. pour ça qu'attaquer la migration, c'est quelque chose qui va dans ce sens. Et les médias, avec leur pouvoir politique, peuvent avoir comme des meilleurs alignés la diversité, la migration, pour faire face et pour sauvegarder la démocratie, pas que ici, pas que aux États-Unis, mais en Europe. On voit qu'il y a une montée du populisme et il faut agir au plus vite par rapport à ça et dans ces espaces publics et Ah ouais. politiques. C'est un peu ce qu'on évoquait hier quand on disait les médias devraient être des alliés de la démocratie. En principe, ils le sont, mais ils devraient être des alliés à cette reconnaissance qu'on est plus fort en mettant de l'avant la diversité des expressions culturelles. Madame Accinelli, bon, on peut parler un peu de résultats peut-être et de retombées de ce qui se fait dans les différentes programmations que vous mettez de l'avant. Est-ce que vous pouvez, je prends une chance, résumer par quelques chiffres les retombées concrètes de ce genre d'initiative, notamment autour des cinéastes issus des communautés racisées? Est-ce qu'on a des chiffres qui parlent? On a des chiffres, j'ai quelques-uns, mais après, je encourageais les gens de voir notre site web parce que Oui, bien sûr. l'année passée, on a produit un rapport de la première édition de tous nos efforts collecte de données. Parce que juste, ça fait, on a commencé d'avoir la permission de présenter les données en 2020, en 2022. On a eu la permission parce que vous n'aviez Non, pas de parce que nous permission. sommes une agence de la couronne. Alors, de faire un collecte de données pour l'information privée, il faut demander au gouvernement d'avoir le droit. OK, d'accord. Alors, après, on a travaillé pour établir, ça veut dire quoi, les définitions, comment on va nommer ces groupes. Alors, Ouais. ça, c'est le continuum. Ça juste parle de tout ce qu'on fait à Téléfilm. J'amenais pas les chiffres avec moi. Mentorat Mais développé. voilà une très, très belle portrait de tout ce qu'on fait. En effet. Mais pour nous, c'était important de commencer ce collecte de données parce que maintenant, je peux dire, on a fait un engagement en développement et production. On a visé les créateurs, créatrices noirs, spécifiquement les femmes noires, et on a réussi de dépasser notre cible. Alors, ça veut dire en production l'année passée, on a financé 18 productions avec où il y a des personnes noires dans les postes clés. Parce que pour nous, des postes clés, c'est réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices et scénaristes. Merci. Mais ça va prendre beaucoup de temps avec ces groupes parce que ce n'est pas juste nous comme nos efforts. On compte sur maintenant, je vais compter sur Native et d'autres diffuseurs, distributeurs de financer les projets avec nous. Parce que normalement, les gens comptent sur Téléfilm, mais nous ne sommes pas le seul pour réussir à financer un long-métrage. On compte sur la SODEC, on compte sur d'autres agences Provence. Alors, c'est des efforts pour nous, c'est les efforts collectifs. Mais c'est sûr, maintenant, on a dépassé tous nos cibles de KPI, on a établi dans nos plans EDI. Premièrement, c'est plus avec la communauté noire parce que c'est des conversations qu'on a eues avec ces groupes, avec le bureau écran noir. Avec eux, on a établi comment on va travailler pour réussir en développement, en production. Et maintenant, pour nous, ce n'est pas juste production,
c'est production grand budget, avec les gros Grand- budgets et grand budget. Grand Parce public. que c'est Mhm. voir une progression. Oui, mais là, vous avez donné un chiffre qui est quand même assez important. En avez-vous d'autres pour nous impressionner un peu là? Je peux parler un peu de le festival parce qu'on a aussi assuré de financer les festivals qui mettent sur leurs oui. écrans. Nos Téléfilm finance à peu près 140 festivals chacun, My God. partout au Canada. Et on a financé 75 festivals qui, présentent que de la diversité, les programmations culturelles, parce que c'est là aussi, c'est important. Juste une petite note, le changement qu'on a fait, c'est aussi, avant, on a mis comme une barrière pour dire qu'il faut présenter le long-métrage canadien. Mais par ce téléfilm, on n'a pas financé les longs-métrages de ces communautés. Ce n'est pas facile pour Vue d'Afrique ou d'autres festivals de présenter les films long métrage. Alors, on commençait, avec les courts-métrages, les émissions de télévision, les vidéos de la musique. Des clips. Mhm. Et maintenant, on voit, parce qu'on a financé, parce que le SODEC a financé, on voit maintenant les longs métrages. Qui arrivent. Oui. Mhm. Puis, et juste comme un succès par chiffre, nous sommes très fiers. On a financé Carnaval qui vient de sortir. Oui. Et c'est encore un moment. Et avec eux, on a trouvé une façon de faire un type de distribution qui c'est, oui, aux salles, mais aussi avec les groupes. Et c'est le producteur et le réalisateur qui a choisi où il veut présenter leur film. Oui. Et c'est notre rôle de changer la façon de financer ces projets pour assurer qu'ils peuvent trouver leurs auditoires, mais aussi un plus grand auditoire. Oui. Je vais arrêter ici et je vais chercher d'autres chiffres. Non, ça va bien. Mais vous venez de dire quelque chose qui me secoue. Il y a 140 festivals de films au Canada. My God. Il y a plus que ça. Il y a presque 200 festivals, mais c'est aussi un peu comme vous avez dit, c'est parce qu'il y a des groupes qui disent « je ne me vois pas sur l'écran ». Alors, il y a plusieurs, on la voit, il y a plusieurs bureaux qui sont ouverts pour faire leur représentation propre, mais aussi les festivals qui disent « oh my God, je ne me vois pas ». Oui. Alors, moi, j'adore, mais aussi c'est difficile parce que comment est-ce qu'on peut mieux soutenir tous ces festivals pour faire vivre, pour faire les opérations, mais ils ont trouvé leurs auditoires. Alors, bravo, parce qu'ils ont fait la preuve, il y a un auditoire. J'en reviens pas. Je suis impressionnée. Monsieur Roux, est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure tous ces Netflix de ce monde? Est-ce que vous diriez, vous avez fait le choix d'avoir une télévision francophone. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec toutes les plateformes, le français est vraiment menacé dans le grand tout en ligne? Mais oui et non. Oui, Okay. si on reste pris dans l'ancienne manière de faire. C'est-à-dire? Dans le sens où, là, je parle plus précisément pour le cas du Québec, où les 4-5 dernières décennies, ben, le Québec, c'était comme une espèce de petit village gaulois autosuffisant. Où, bon, c'est le même public qui se reconnaît dans son cinéma québécois, qui se reconnaît dans sa télévision québécoise. Mais maintenant, on n'est plus dans les années 60, 70. Là, la démographie du Québec a changé, oui. Dans les années 90, les communautés culturelles, étant donné qu'on veut lancer des chiffres, c'était peut-être aux alentours de 600 000, 500 000 personnes au Québec. Maintenant, aujourd'hui, c'est à peu près 1,4 million de personnes, les minorités visibles au Québec. Ah oui, facile. C'est un chiffre non négligeable, c'est 16% de la population presque. Mais ce n'est pas seulement l'évolution de la démographie ici au Québec qui a changé, mais c'est aussi le monde technologique, la manière de consommer. Donc, puis l'histoire du français là-dedans? C'est justement, et c'est là que
si l'écosystème de comment ça fonctionne, la mise en marché, ne s'adapte pas à ce changement démographique, changement technologique, le fait que les gens ont accès à du contenu de partout à travers le monde. Et c'est sûr que ça va être un très gros problème pour l'avenir même du français en termes d'outils culturels. Alors, la survie même du français dans l'industrie cinématographique et télévisuelle, ben, c'est de s'ouvrir sur le monde. C'est de rentrer dans le français international. C'est ça l'avenir. Donc, c'est arrêter d'être fermé sur soi-même. J'ai lu quelque part que Natif a 2,5 millions d'auditeurs. On a 2,3 millions d'abonnés télé. Abonnés télé. Et ça, c'est à cause de notre nouvelle licence qui fait en sorte que les câbles distributeurs n'ont pas le choix maintenant de donner accès à Natif TV. Ouais, c'est un combat qui a duré 3 ans, mais bon. Mais bravo! La bureaucratie, quoi. Vous avez gagné, tant mieux. Est-ce que vous prenez votre micro, Greta? C'est que la bureaucratie qui a fait que ça a duré 23 ans. 3 ans. 3 ans dans le labyrinthe. On s'est perdu à 2 reprises, mais on a retrouvé notre chemin. Mais le web reste quand même incontournable parce qu'effectivement, à chaque année, le nombre d'abonnés baisse. Parce que si on retourne ne serait-ce qu'en 2012, le nombre d'abonnés, 2011-2012, c'était le summum du nombre d'abonnés au Québec. C'est à peu près aux alentours de 2,8 millions d'abonnés. On est là, plus qu'à peine 10-12 ans plus tard, on est à 2,3 millions et ça va en accélérant. Donc, ce n'est pas demain que le modèle d'affaires de la télévision traditionnelle va s'arrêter, mais lentement, mais sûrement, c'est vers là qu'on va. Donc, on n'a pas le choix d'être présent sur le web. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer aussi notre plateforme de streaming. OK, parfait. On va sans doute parler de ça avec Mme Acinelli. C'est quand même l'éléphant dans la pièce. Hein? Les grandes plateformes, la difficulté de se retrouver là-dessus, que nos contenus diversifiés canadiens soient là. Je vous entendais parler tout à l'heure avec des gens, vous avez dit, c'est la bataille qu'il va falloir mener et il va falloir la mener ensemble. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? J'ai parlé un peu avant ce rôle, j'étais plus dans la promotion de long-métrage et j'ai trouvé… À Téléfilm. À Téléfilm, oui. Toujours à Téléfilm, ça fait 18 ans à Téléfilm. Mais j'ai trouvé… et nous, on a dit, il faut travailler avec les plateformes parce que c'est là où les gens regardent la plupart de contenu et la plupart de long-métrage. Alors, on a fait des partenariats avec quelques grandes plateformes comme Roku, comme Paramount Plus, Netflix. C'est assez difficile, mais aussi avec Crave, Tout.tv. Et ce que je trouve intéressant, nous, comme agence de la 40, c'est nous qui avons payé pour faire la promotion des films qu'on a financés. Et il y a un moment, j'ai dit, il n'y a pas de sens. Vous avez licencié ces projets. Nous, on a financé ces projets. Maintenant, on ne les trouve plus. Et c'est nous qui payons. Mais pour moi, j'ai toujours une patience de dire, OK, peut-être c'est le rôle de Téléfilm de mener les gens vers où ils vont, tous ensemble, prendre leurs mains pour dire, voici une façon. Peut-être que ce n'est pas la meilleure façon, mais voici une façon de faire la promotion. Parce que c'est ça, pour moi, je trouve. Et avec les films maintenant, les films qui viennent de cette communauté, j'essaie de trouver où sont leurs auditoires. Parce que c'est excellent. Je suis très contente que vous êtes ici parce que je pense qu'on peut faire peut-être un partenariat après. Parce que c'est sûr… Alors, je vous présente Jean-Yves Roux, Mme Acinelli, Téléfilm. Mais ce qu'on a trouvé, c'est pas juste faire la promotion, c'est donner les droits aux producteurs, productrices de faire une promotion, leur promotion avec les moyens qu'il faut. Parce qu'ils connaissent mieux ces auditoires oui. et pas nous.
Alors, c'est juste de travailler à côté d'eux, Ouais. être toujours à l'écoute, être ouvert de leur vision de comment, ça veut dire quoi la promotion. Mais aussi, il ne faut pas oublier que quand on parle d'immigration, de diaspora, Oui, ça la existe. diaspora, bien sûr. Et les gens viennent des pays où ils regardent toujours les cinémas aux salles. Ça, Mhm. c'est tout. Alors, si on parle des Philippines, si on parle des gens qui viennent de Chine, c'est dans le day-to-day de sortir voir leurs films sur les écrans pour voir eux-mêmes sur l'écran. Nous sommes dans un moment où on vient de financer les histoires canadiennes, autochtones d'ici, du Québec, avec les visages importants qui représentent, j'adore les histoires importantes. Bien Et sûr. moi, je sais qu'il y a des gens qui veulent regarder Bien eux-mêmes sûr. sur l'écran. Et peut-être après, il y a des recherches en a financées où ils ont présenté le fait que voici l'auditoire. Arrête à dire il n'y a pas un auditoire. Ils ont fait faire des recherches C'est ça. véritablement Ouais. marketing, Ouais. projection, Ouais. Ouais. en disant, si on présente là, ça va C'est fonctionner. exact. Justement, un exemple de succès qu'on a vécu, ce sont des productrices noires, c'est Ayana et Bianca Bélange, qui ont eu un très beau succès. C'est un documentaire qui s'appelle Le mythe de la femme noire. Ah oui, ah oui. Et tu sais, c'est Plein deux. d'humour aussi, je pense. Hein? Oui, ça parle, c'est un sujet quand même très intense Absolument. qu'elles ont touché dans ce documentaire-là. Autour de la Cependant, sexualité, comment on les oui, sexualise. comment la femme noire est sexualisée, puis Absolument. d'où ça vient. Là, on retourne à l'époque de l'esclavage, puis comment ça passe à travers le temps. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en 2018-2019, quand le mot diversité n'était pas à la mode, parce qu'en 2020, soudainement, avec le BLM, l'effet George Floyd et compagnie, soudainement, tout le monde voulait rentrer dans le trend, si je peux me permettre l'expression. Donc, mais elles n'arrivaient pas à convaincre de diffuseurs, de distributeurs d'embarquer dans leur projet. C'est quand elles sont venues nous voir, moi, notre directrice de programmation, Nancy, qui est dans la salle, que nous, on a tout de suite compris qu'est-ce qu'elle voulait raconter à travers ce documentaire. Et quand on leur a demandé, mais comment ça se fait qu'aucun autre diffuseur a montré de l'intérêt, ils ont dit, ben, on leur a carrément dit qu'il n'y a pas d'auditoire pour un film comme le vôtre. C'est carrément ça qu'on leur a dit. Et alors qui s'est bien démarqué, ce film-là. Et on a vraiment, vraiment marché main dans la main. Donc, on n'a pas été là juste comme, bon, on va embarquer comme diffuseur avec la licence. Oui, elles ont pu aller chercher leur financement à droite, à gauche, mais on les a vraiment accompagnés dans la promotion du film. Uh-huh. Donc, même quand le film est sorti en cinéma, ben, nous, en tant que diffuseurs télé, on a aidé aussi à la promotion du film en attendant que le film se retrouve sur nos ondes. Ouais. Et donc, ça a augmenté évidemment ce qu'on appelle la valeur du film, qui fait que même 6-8 mois plus tard, quand le film s'est retrouvé sur nos ondes après la période en salle de cinéma, mais ça a joué en notre faveur. Des gens qui avaient entendu parler du film, qui n'en avaient pas vu, sont venus sur notre plateforme en bonne quantité et ont regardé le film aussi beaucoup sur notre chaîne. Comme quoi, il faut travailler ensemble. Greta, vous écoutez tout ça, ça vous fait monter quel genre de réflexion sur la suite des choses, sur la manière dont et les institutions et de vibrants producteurs culturels peuvent travailler ensemble pour, au fond, apporter plus de, j'ai toujours le même mot, plus d'humanité dans nos médias, qu'on voit l'immense majorité de ceux et celles qui fabriquent nos sociétés. Alors, dites-nous quelque chose de votre point de vue de grande sage médiatrice culturelle. Merci. Je pense que c'est un peu dommage qu'en 2024, on insiste encore sur le fait qu'il faut construire l'humanité. L'humanité, c'est nous, on vient tous de quelque part et
parce qu'on vient de quelque part, on apporte une richesse. On apporte une richesse par notre vécu et pas forcément être migrant. Même quand on est ici, on apporte quelque chose. Mais peut-être pour celui qui vient de plus loin, il faut travailler ensemble pour faire parfois les médiateurs ou les médiatrices, pour répondre parfois avec des institutions qui sont ouvertes ou pour répondre parfois avec des scientifiques qui sont ouvertes par rapport à ces sujets. Donc, il faut qu'on travaille un peu tous sur cette humanité et sur le fait de vivre ensemble en intelligence. Et pour moi, ça, c'est un point très important, cet échange entre les différents acteurs, publics, civils, personnes, individus, médiateurs et autres. Et c'est ça que fera changer peut-être les idées et aussi rester ouvert. C'est clair qu'un migrant qui vient d'arriver, il aura des difficultés de s'exprimer dans une langue. Mais Adam Smith, j'aime beaucoup cette expression parce que c'est déjà de 1800 et que nous, les économistes, on ne s'intéresse pas beaucoup à la culture ou à des expressions culturelles. Mais c'est le père des économistes. Oui. Et il disait la plus grande capacité de l'être humain, c'est de pouvoir prendre la parole en public. On doit tous faire un travail pour pouvoir se représenter par nous-mêmes et pas par les autres. Et un jour, on ne doit pas forcément faire une bataille, mais juste collaborer ensemble. On ne doit pas essayer de mettre de la couleur, mais cette couleur, elle doit être là et ça doit être légitime dans l'espace public. Un espace public que chacun peut l'approprier par soi-même et pas par toutes ces difficultés qu'on crée autour, parce qu'on a une image de monde qui est celle des Blancs, celle des riches, et ça, il faut changer cette image. Ça doit être l'image de la diversité, des points de vue différents, des pays différents. J'ai travaillé dans une équipe interculturelle et quand je suis partie de là, j'ai eu les larmes aux yeux parce que dans cette équipe, il y avait des points de vue, des solutions, des réflexions qui étaient tellement riches que je me suis dit, mais où je vais trouver encore un tel milieu où on n'a pas besoin que d'une solution, mais on a 3, 4 qui vont tellement vite et que c'est si riche. Donc, c'est ça qu'on doit mettre en avant. Cette diversité est une richesse. Elle nous change, elle nous fait sortir parfois de notre zone de confort, mais c'est ça l'espace public approprié. Quelle bonne idée j'ai eue. Chers amis, nous allons prendre un commentaire, une question d'abord de la salle. Est-ce qu'on a quelque chose du public en ligne? Non, ils écoutent puis ils disent très bien. Qui veut peut-être faire un commentaire, une question? Vous êtes gênés? Oui, allez-y, madame, nommez-vous. Il y a un micro qui s'en vient. Bonjour, Célia Fargé. En fait, c'est difficile d'avoir un commentaire après ce que Greta vient de dire. C'était juste parfait. Donc, ouais, je pense qu'on valide tous à 100% ce qui vient d'être dit. J'aurais peut-être une question pour vous trois, en fait, par rapport au contenu pour les jeunes. En fait, je fais face à ça beaucoup à la maison avec mes jeunes enfants pour leur donner accès facilement à du contenu francophone, diversifié. Et je me rends vite compte qu'ils retombent dans ce qu'ils ont accès facilement, c'est tout ce qui est mainstream, tout ce qui est américain. Je vois mon fils qui est fan de musique et qui est sur Spotify. On a fait une recherche il y a 3 jours, je crois. Le premier artiste francophone apparaît à la 600 et quelques places. C'est Maître Gims, pour ceux qui veulent faire une recherche. Mais voilà, c'est très loin dans la liste de lecture potentielle sur laquelle il pourrait tomber. Donc, je prends l'exemple de Spotify, mais sur les contenus en fait en ligne, sur les téléfilms qui sont faits, je trouve qu'il n'y a pas assez de mise en valeur pour les enfants pour qu'ils aient accès facilement à tout ça. Est-ce que vous auriez des propositions? Madame Téléfilm. Oui, peut-être je tourne vers Natif, mais on n'a pas vu beaucoup dans le métrage pour la jeunesse. On a financé quelques films d'animation, mais c'est sûr, maintenant, c'est quelque chose. Il y a un qui vient, un film autochtone pour la jeunesse, mais c'est plus côté fonds médias. Je sais, ils ont financé de plus en plus films, séries de la jeunesse
très représentative qui vient de communautés représentatives. Il y a Big, I'm looking at Ager quel est le nom de... Jules au pays de la chasse. Ah oui, oui, on a financé Jules de pays à chasse. D'achat. C'est Ager Namley qui travaille avec moi à Téléfilm. Mais vous avez raison, pour les longs métrages, c'est assez difficile, même juste comme un genre. C'est pas facile de financer pour la jeunesse parce que nous sommes toujours en compétition avec Disney, avec les budgets énormes. Mais il y a sur les chaînes... Vous êtes en compétition avec les budgets de qui? Disney. Nous, on a Disney. Ah, Disney. Disneyland. Oui. Disney. Ouais, la machine de guerre des conglomérats américains, c'est dur de faire face à ça. C'est hein. sûr. Donc, nous-mêmes, on est très conscients, c'est des discussions souvent qu'on a, Nancy et moi, par rapport à comment aussi dans notre programmation, parce qu'il n'y a pas que la diversité, il y a aussi la jeunesse qui est sous-représentée en termes de contenu. Maintenant, de plus en plus, comparé aux années 90, on retourne à peine 2 décennies derrière, puis ça a complètement changé. Mais on se rend compte que peut-être que justement, une des clés qui pourrait aider, c'est d'investir sur les nouveaux créateurs qui souvent vont arriver avec des idées simples, mais qui parlent à la jeunesse. Parce que là, il y a peut-être des gens qui vont peut-être se sentir insultés dans ce que je vais dire, mais si des personnes qui prennent les décisions sur, OK, qu'est-ce que la jeunesse veut, et que ces personnes-là sont totalement éloignées de qu'est-ce que réellement la jeunesse veut voir, ben, peu importe les moyens qu'on réussira à aller chercher en termes de financement, ça ne marchera pas. Et de toute manière, en termes de sous, on ne peut pas, en termes financièrement parlant, on n'a pas beaucoup de chance contre la machine de silicone. Mais en termes de créativité, c'est sur ça qu'il faut investir. C'est vraiment là qu'il faut aller. C'est investir sur le créatif parce que juste faire de l'animation, ça coûte très cher pour financer de l'animation. Mais des émissions jeunesse, ce n'est pas obligé d'être de l'animation. Non plus. Puis, vous avez évoqué musique. Ça vous sonne 2, 3 cloches, j'en suis persuadée. Avez-vous des trucs pour notre participante pour qu'elle puisse trouver du contenu francophone ou... Ça revient encore à justement la responsabilité des joueurs de notre écosystème de recommencer à s'intéresser encore à nos jeunes créateurs. Oui. Parce que le principal joueur qui existait dans une ancienne époque, c'était Musique Plus. Oui, absolument. Musique Plus n'existe plus. Et maintenant, même parce que Musique Plus, c'était le principal ici au Québec, là, c'était le principal média mainstream qui faisait découvrir la musique locale émergente à la jeunesse. C'est là que les adolescentes et jeunes pouvaient se reconnaître à travers justement la musique du Québec. Mais Musique Plus n'existe plus. Maintenant, c'est YouTube. C'est là que les jeunes vont découvrir leurs artistes préférés. Et donc, qu'est-ce qui reste maintenant en termes de découvrabilité, si je veux récupérer ce terme-là? Il ne reste pas grand-chose parce que nos plateformes locales ici ne s'intéressent plus réellement à ce qui se passe dans l'industrie du spectacle. Et même si aujourd'hui, ben, la musique qui est la plus populaire auprès des jeunes, c'est le hip-hop. Absolument. Mais est-ce que le rap, est-ce que le hip-hop, c'est quoi le pourcentage de rap et de hip-hop qui joue sur la radio commerciale au Québec? Ben, et la voilà la problématique. Oui. Est-ce que J'ai un avis là-dessus.
Je pense que les jeunes, surtout, c'est aussi les victimes du numérique. Et malheureusement, ils sont tellement pris par ces plateformes parce qu'ils sont nés dans cette époque-là. Et c'est peut-être le rôle et la responsabilité des autres générations de leur faire comprendre un peu que ça, c'est un peu comme le film 1984, où on vous oriente là où on veut. Et le but, c'est que nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs ou autres, on leur fait voir autre chose, donc la diversité. Et donc, je pense que c'est possible. J'ai grandi dans une... Mes parents, ils ont vécu le communisme, donc le communisme, c'est aussi assez linéaire, il n'y a pas de diversité. Mais je pense que le fait qu'ils ont toujours insisté sur la diversité, des ressources, de beaucoup de choses, faisait que on ne restait pas linéaire. Donc, je pense que c'est aussi le rôle de nous tous d'orienter ces jeunes vers la diversité et parfois les faire sortir de ce système capitaliste, mais qui s'approche pas mal à la dictature dans la façon de faire. Et c'est là qu'il faudra peut-être et se sentir responsable parce qu'il y a aussi une responsabilité des générations, que ça soit dans les changements climatiques, mais aussi dans le numérique. Et nous, on doit faire aussi ce travail-là. Je vous vois prendre des notes. Ça aussi, ça génère des réflexions chez vous sur comment peut-être votre institution pourrait trouver une façon de nourrir l'imaginaire des plus jeunes avec quelque chose de qualité. Oui, oui, et ça me fait penser, dans un de nos programmes, c'est un peu que on a discuté hier. Avec Destiny. À Destiny, mais on a un programme où on finance les présentations de long métrage dans les écoles. Ah, good. Alors, ce n'est pas juste ONF qui le fait. Et maintenant, ça me fait réfléchir de comment est-ce qu'on peut rassurer on a une bonne représentation des films on peut présenter parce que c'est là où les étudiants peuvent voir eux-mêmes dans une histoire et aussi ils peuvent présenter aux autres étudiants, voici ma vie ici au Québec, voici ma vie à l'international parce que je sais c'est difficile pour eux aussi de juste présenter pas ce que les gens voient dans les médias tout le temps. Il y a un exemple qui me vient en tête. Oui, je vous donne la parole, Madame Guèvremont. On en parlait hier avec Greta. Ce film Au Capitano. Moi, capitaine en français, j'ai lu dans un article qu'on a présenté en Italie ce film dans les écoles pour montrer, alors c'est un film où deux gamins du Sénégal se retrouvent sur un bateau rempli de migrants et évidemment arnaqués par et ils vont devoir amener le bateau à bon port. C'est la frayeur de leur vie, évidemment. Ils ont à traverser une mer. Ils ont montré ça dans les écoles pour montrer une autre façon d'aborder la question des migrants par les yeux de ces enfants. En tout cas, c'est un film remarquable, m'a-t-on dit. Madame Guèvremont. Oui, merci. En fait, je veux rebondir à la fois sur la question qui a été posée par Célia, la réponse de Greta, mais aussi les mandats qui sont poursuivis, les objectifs qui sont poursuivis par nos autres panélistes. Moi, je suis d'accord, il y a une responsabilité des parents d'abord et avant tout, mais pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, parfois les parents ne le font pas, ne prennent pas cette responsabilité ou ne sont pas en mesure de le faire. Alors moi, ce qui m'intéresse notamment comme titulaire de chaire, étant professeur à la faculté de droit, c'est le rôle des politiques publiques. Et nous avons la chance d'avoir ici une personne du CRTC. Comment est-ce que, par le biais de la réglementation, hier, vous nous avez parlé, Stéphanie, du mandat, de la réglementation en matière de mise en valeur des contenus, pas seulement anglophones, francophones, mais aussi autochtones et des contenus plus diversifiés sur les plateformes et aussi les chaînes de télévision. Alors, j'aurais envie de vous demander, à tous, mais peut-être en particulier à M. Roux et je vous appelle Francesca parce qu'on a travaillé ensemble,
qu'est-ce qui pourrait vous aider d'un point de vue politique public à aller encore plus loin dans ces missions dont il est question ici? Et notamment pour M. Roux, c'est extraordinaire ce dont vous nous parlez. Ma préoccupation, c'est comment faire en sorte que ce qui est diffusé sur votre chaîne atteigne aussi le public plus général, pas seulement ceux qui se recherchent dans des contenus qui ne sont pas suffisamment visibles, mais comment faire dialoguer toutes les composantes de la population à travers vos contenus. Est-ce qu'il y a vous pouvez formuler des demandes en termes de politique publique pour vous accompagner dans cette direction? Bon, déjà en partant, le CRTC nous a été quand même a été incontournable dans le combat qu'on menait déjà depuis bien des années, d'avoir accordé à ce que Natif puisse être accessible à un plus large public, parce que c'était la première des choses. C'est avant notre ancienne licence de chaîne spécialisée, on avait à peine 100 000 abonnés. Donc, maintenant qu'on a accès à un plus large bassin, ça nous permet de s'asseoir avec des agences de publicité et de s'asseoir avec des grosses corporations, parce que de toute manière, au niveau, en termes de politique publique, il y a comme une limite où est-ce qu'il y a possibilité d'aller. Comme oui, il y a toutes sortes de programmes avec le FMC, le Téléfilm Canada, pour des programmes pour justement financer les producteurs racisés, ce qui est bien. Mais à un moment donné, moi et mon équipe, on s'est rendu compte qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille vers le milieu corporatif pour aller chercher d'autres sources de financement. Il faut diversifier là aussi. Diversifier les sources de financement pour être en mesure d'injecter plus de fonds dans du nouveau contenu qui, autrement, ce ne serait pas possible de financer certains projets. Comme au moment où on se parle, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de bâtir des relations à long terme avec différentes grosses compagnies, parce qu'il y a quand même ce qu'on pourrait appeler des citoyens corporatifs qui ont un intérêt à vouloir justement rejoindre le public soit plus jeune ou des communautés culturelles. Donc, il faut travailler conjointement avec aussi les milieux corporatifs. Parce que, je vais terminer sur ce point-là, souvent, les médias traditionnels vont prendre des décisions d'affaires, qui veut dire que nous, notre public, que nous, on cible, c'est, je ne sais pas, c'est la femme, mère de famille, blanche, âgée de 35 ans à 65 ans, parce que c'est ce public-là qui me permet d'avoir mon 1 million de codes d'écoute. Et c'est grâce à ça que je peux vendre des tampons Tampax, puis toutes sortes de choses. Surtout des gros véhicules VUF. Excusez-moi, c'est ça qu'on voit à la télé. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans, dans le sens que, OK, c'est votre public, mais nous aussi, on réussit à rejoindre le public. Quand on parle d'1,6 million, mais ce n'est pas un petit public. Il y a quand même une partie de la population qui doit être rejointe. C'est pour ça que le milieu corporatif, il faut travailler aussi avec eux. Oui. Madame Assinelli, qu'est-ce qui vous manque comme mandat pour pouvoir? Mais peut-être, parce qu'on parle un peu de le processus CRTC, je pense, où nous sommes très intéressés par les fonds additionnels qui peut-être viennent de toutes les plateformes. Alors, peut-être je vais tourner. Je sais, on ne sait pas ça veut dire quoi, mais j'adore le fait qu'il y a une concentration vers tous ces groupes surreprésentés et les Autochtones. Et ça permet plus de mettre l'argent dans les mains des créateurs, créatrices pour faire leurs histoires eux-mêmes. Alors ça, j'ai pris ça comme dans le processus, mais peut-être je peux vous laisser dire quelque chose. En fait, ce que je dirais, c'est que, comme j'ai expliqué hier, il y a une grande préoccupation au CRTC sur ces questions-là. Je vous dirais que la question de la jeunesse est extrêmement préoccupante. Je pense qu'elle nous préoccupe tous, mais il y a une préoccupation aussi parce qu'on aurait beau avoir la réglementation, tous les cadres de la Terre, de ramener les auditoires devant nos plateformes, nos télévisions, c'est un immense défi, je crois. Et je ne suis pas sûre qu'on ait toutes les clés en ce moment. Comme j'expliquais hier, en ce moment, on est en train de boucher certains trous dans le navire, notamment en rééquilibrant, en amenant les grands streamers de ce monde à contribuer à l'écosystème.
la prochaine étape de discussion va être sur la découvrabilité. Je pense que mon ami ici va être heureux d'entendre ça. Et puis, on aura certainement l'occasion d'entendre tout le monde et d'essayer de mettre en place des mesures qui pourront servir là, à partir de là. Bon, mais merci de ce point d'orgue, Madame CRTC, Madame Paquette. Il y a Madame CRCC, Madame Téléfilm, c'est quand même formidable. On va se laisser là-dessus parce qu'on va à la pause. Je pense qu'ils et elles ont été merveilleuses. Nous allons les applaudir.